Pouvez-vous imaginer un pays où les montagnes touchent le ciel, où les lacs reflètent l'azur comme des miroirs enchantés, et où l'histoire s'est écrite au rythme des saisons alpines? Avant de commencer ce voyage fascinant à travers le temps, je vous invite doucement à mettre un petit j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous porter par le murmure des siècles qui ont façonné l'une des nations les plus énigmatiques d'Europe. Avez-vous déjà pensé qu'un pays sans accès à la mer, entouré de puissances historiques, puisse devenir l'un des plus prospères et pacifiques du monde? Comment un territoire si petit a-t-il pu résister aux tempêtes de l'histoire européenne? Pourquoi les grandes puissances ont-elles toujours respecté ces frontières, même au plus fort des conflits mondiaux? Et comment un pays divisé par 4 langues différentes a-t-il forgé une identité si forte? La Suisse que nous connaissons aujourd'hui est l'antithèse même de ce que l'histoire européenne aurait dû produire. Dans un continent déchiré par des siècles de guerres dynastiques, religieuses et idéologiques, elle représente une anomalie historique, un havre de paix, de prospérité et de stabilité politique. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un pays, mais celle d'une idée révolutionnaire, que des peuples différents peuvent choisir de vivre ensemble sans renoncer à leurs différences. Avant que la Suisse ne devienne cette confédération unique, les vallées alpines abritaient des communautés isolées, vivant au rythme des saisons, dans un monde où le temps semblait suspendu entre les sommets enneigés et les lacs d'un bleu profond. Le bruissement des rivières et le tintement des cloches des troupeaux constituaient la bande sonore d'une vie simple mais rude. Fermez les yeux et imaginez des vallées profondes où la brume matinale s'accroche aux flancs des montagnes, des forêts de pins dont les aiguilles murmurent et sous la brise alpine, des villages aux maisons de bois patinées par les siècles et des cols montagneux où chaque voyageur risquait sa vie pour traverser d'un versant à l'autre. C'est dans ce décor grandiose que notre histoire commence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Suisse n'a pas toujours été une terre de richesse et de chocolat. Pendant des millénaires, ce fut une région pauvre, dont les habitants luttaient contre une nature impitoyable et dont les ressources principales étaient le courage, l'endurance et l'ingéniosité. Comment ces montagnards rudes sont-ils devenus les gardiens des fortunes mondiales? Comment ces bergers ont-ils développé l'une des démocraties les plus sophistiquées du monde? L'histoire suisse défie les récits historiques conventionnels. Ici, point d'empire grandiose, de conquêtes flamboyantes ou de rois légendaires. C'est plutôt l'histoire d'un peuple qui a choisi délibérément un chemin différent, celui de l'autonomie locale, du consensus et d'une liberté farouchement défendue. Mais ne vous y trompez pas. Derrière l'image d'Épinal d'un pays paisible se cache une histoire tumultueuse, faite de luttes acharnées, de choix difficiles et parfois de compromis moraux. La neutralité suisse, aujourd'hui célébrée, fut souvent le fruit de calculs pragmatiques plutôt que d'idéaux nobles. Plongeons maintenant dans les profondeurs du temps, bien avant que le nom même de Suisse n'apparaisse sur les cartes, lorsque les glaciers se retiraient lentement des vallées alpines, laissant place aux premiers humains qui oseraient défier ces montagnes majestueuses. Les origines et la préhistoire. Il y a 15 000 ans, le territoire que nous appelons aujourd'hui la Suisse était presque entièrement recouvert de glace. Les immenses glaciers alpins s'étendaient jusqu'au plateau, sculptant patiemment les vallées et les lacs qui caractérisent aujourd'hui le paysage suisse. À mesure que le climat se réchauffait, les glaces se retiraient, révélant un paysage vierge qui attendait l'arrivée des premiers humains. Les premiers indices de présence humaine remontent à environ 12 000 ans avant notre ère. Des chasseurs-cueilleurs nomades suivaient le recul des glaciers, poussés par la quête éternelle de nourriture et d'abri. Ils ont laissé peu de traces, mais les quelques outils en silex et pointes de flèches retrouvés nous racontent une histoire de survie dans un environnement encore hostile. Imaginez ces premiers pionniers, vêtus de peaux d'animaux, progressant prudemment le long des vallées nouvellement libérées des glaces.
Le silence n'était rompu que par le craquement des branches sous leurs pas et le rugissement distant des torrents glaciaires. Leurs visages, burinés par le vent et le soleil, scrutaient constamment l'horizon à la recherche de gibier ou de danger. Vers 5000 avant notre ère, un changement profond s'opère. Les premiers agriculteurs arrivent, apportant avec eux une révolution, la sédentarisation. Ces communautés néolithiques s'établissent principalement sur les rives des grands lacs du plateau suisse. Le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Zurich. Ils construisent des villages sur pilotis, dont les vestiges, préservés dans la vase lacustre, constituent aujourd'hui des trésors archéologiques d'une valeur inestimable. Ces cités lacustres, longtemps considérées comme mythiques, ont finalement été redécouvertes au XIXe siècle lors d'un hiver particulièrement sec qui fit baisser le niveau des lacs. Les archéologues mirent au jour un monde sophistiqué, des maisons soigneusement construites, des outils en bois et en os d'une finesse remarquable, des poteries aux motifs géométriques complexes. Ces découvertes bouleversèrent notre compréhension de la préhistoire européenne. La vie dans ces villages lacustres suivait le rythme des saisons. Au printemps, on semait l'orge et le blé amidonnier sur les terres défrichées. L'été était consacré à la cueillette des baies sauvages et à la pêche dans les eaux poissonneuses des lacs. L'automne voyait les récoltes et la préparation pour l'hiver rigoureux, pendant lequel la communauté se resserrait autour des foyers, réparant les outils et transmettant les histoires anciennes. L'âge du bronze, qui débute vers 2200 avant notre ère, apporte de nouvelles technologies et une hiérarchisation sociale plus marquée. Les objets en bronze, haches, épées, bijoux deviennent des marqueurs de statut. Le commerce se développe, car l'étain nécessaire à la fabrication du bronze doit être importé de régions lointaines. Les cols alpins commencent à jouer leur rôle historique de passage stratégique. C'est à cette époque que se développe le mystérieux site de Sion, en Valais, où des stèles anthropomorphes gravées témoignent d'un culte solaire complexe. Ces monuments de pierre, dont certains atteignent 3 mètres de hauteur, représentent peut-être des ancêtres divinisés ou des héros mythiques. Ils nous rappellent que même dans ces temps reculés, les habitants de ces vallées cherchaient déjà à transcender leurs conditions mortelles par l'art et la spiritualité. L'âge du fer, à partir de 800 avant notre ère, voit l'émergence de la culture de Hallstatt, puis de la Tène, cette dernière donnant son nom à la période tardive de la civilisation celtique. Les Celtes n'étaient pas un peuple unifié, mais un ensemble de tribus partageant des traits culturels communs. Sur le territoire suisse, plusieurs tribus s'établissent. Les Helvètes sur le plateau, les Rètes dans les Grisons, les Lépontiens au Tessin et les Allobroges dans la région genevoise. Le site de la Tène, découvert près du lac de Neuchâtel, a livré un trésor extraordinaire d'objets en fer d'une finesse artistique remarquable. Épées aux poignets ouvragés, bijoux aux motifs entrelacés, chaudrons décorés de figures mythologiques. Ces objets révèlent une société guerrière, mais aussi profondément artistique, où les artisans maîtrisaient parfaitement le travail du métal. Les Helvètes, la principale tribu celtique du plateau suisse, vivaient dans des oppidas, de vastes établissements fortifiés qui servaient de centres politiques, religieux et commerciaux. L'oppidum de Bern-Engalbinsel, sur une presqu'île formée par l'Aar, offrait une protection naturelle et contrôlait un important carrefour commercial. Celui d'Avenches, Aventicum, deviendrait plus tard la capitale de l'Helvétie romaine. La société helvète était hiérarchisée, dominée par une aristocratie guerrière et des druides qui servaient de prêtres, de juges et de gardiens du savoir. Les femmes y jouissaient d'un statut relativement élevé pour l'époque, pouvant posséder des biens et parfois même diriger leur clan. L'agriculture constituait la base de l'économie, avec la culture de l'épeautre, une variété rustique de blé bien adaptée au climat alpin. L'élevage était également important, notamment celui des porcs qui se nourrissaient dans les vastes forêts de chênes et de hêtres qui couvraient alors le plateau suisse. La métallurgie, particulièrement le travail du fer, était hautement développée,
produisant des outils agricoles, des armes et des objets d'ornement. La religion celtique, animiste et polythéiste, vénérait les forces de la nature. Les sources, les lacs, les montagnes étaient considérés comme les demeures de divinités auxquelles on faisait des offrandes. Des sanctuaires naturels, souvent situés dans des clairières ou près de points d'eau, servaient de lieux de culte. Les druides pratiquaient leurs rituels dans des némétons, des espaces sacrés délimités au cœur des forêts. Vers la fin du IIe siècle avant notre ère, les pressions démographiques et peut-être des changements climatiques poussèrent les Helvètes à envisager une migration massive vers l'ouest, en direction de l'Atlantique. Cette décision allait les mettre en collision directe avec la puissance montante de Rome et changer à jamais le destin de ce territoire alpin. À l'époque romaine et les premières tribus. En 58 avant notre ère, un événement décisif marque l'entrée du territoire suisse dans l'histoire écrite. Les Helvètes, sous la conduite de leur chef Orgetorix, décident d'abandonner leurs terres pour migrer vers l'ouest, vers le pays des Santons, dans l'actuelle Saintonge française. Ils brûlent leurs 12 oppidas et 400 villages, déterminés à ne pas revenir en arrière. Cette migration massive, on parle de 368 000 personnes selon Jules César, chiffre probablement exagéré, inquiète Rome. César, alors proconsul des Gaules, y voit une menace pour la province romaine de Narbonnaise. Il intercepte les Helvètes près de Bibracte, Montbeuvray, et les défait dans une bataille sanglante. Les survivants, environ 110 000 selon les sources romaines, sont contraints de retourner sur leur terre d'origine, désormais sous tutelle romaine. Cette défaite marque le début de la romanisation du territoire helvète. Rome comprend rapidement l'importance stratégique de cette région, qui contrôle plusieurs cols alpins cruciaux pour les communications entre l'Italie et les provinces du Nord. Sous l'empereur Auguste, l'intégration s'accélère avec la fondation de colonies comme Augusta Raurica, Augst, près de Bâle, vers 15 avant notre ère sous Auguste, et Aventicum, Avenches, qui deviendra la capitale de l'Helvétie romaine. La paix romaine apporte une prospérité sans précédent. Des routes pavées, dont certains tronçons sont encore visibles aujourd'hui, relient les principales villes et facilitent le commerce. Les techniques agricoles s'améliorent avec l'introduction de nouvelles cultures comme la vigne, apportées par les légionnaires romains. Des villae rusticae, vastes domaines agricoles, s'établissent dans les campagnes, produisant céréales, vins et fromages qui sont parfois exportés jusqu'à Rome. Imaginez Aventicum à son apogée, au IIe siècle de notre ère. Une ville de 20 000 habitants entourée d'une muraille imposante de plus de 5 km de circonférence, percée de tours de guet. Le forum bourdonne d'activités, avec ses temples, sa basilique et sa curie où se réunissent les notables. Non loin, les thermes offrent leurs bassins d'eau chaude, tiède et froide aux citoyens venus se délasser et socialiser. Un théâtre de 10 000 places accueille représentations et assemblées publiques, tandis qu'un amphithéâtre, plus modeste, est le lieu de combat de gladiateurs et de chasse. Dans les rues, on parle latin, mais aussi celtique dans les campagnes environnantes. Les dieux romains, Jupiter, Minerve, Mercure, sont vénérés aux côtés de divinités locales dans un syncrétisme caractéristique de la tolérance religieuse romaine. Ainsi, la déesse celtique Aventia donne son nom à la ville et continue d'être honorée, tout comme Epona, protectrice des chevaux, particulièrement populaire auprès des cavaliers auxiliaires de l'armée romaine. La vie quotidienne adopte progressivement les standards romains. Les élites locales, désireuses d'afficher leur statut, construisent des demeures ornées de mosaïques et de fresques, comme en témoigne la somptueuse villa de Colombier près de Neuchâtel. Ils adoptent la toge, envoient dans leurs fils étudier à Rome ou à Lugdunum, Lyon, et briguent des charges municipales qui peuvent, à terme, ouvrir la voie à la citoyenneté romaine. Pendant ce temps, dans les régions alpines plus reculées comme les Grisons actuels, les Rètes conservent davantage leurs traditions. Leur langue, apparentée à l'étrusque, survivra partiellement dans le romanche moderne. Rome,
pragmatique, se contente d'assurer le contrôle des axes de communication sans chercher à imposer une romanisation forcée dans ces vallées difficiles d'accès. Au IIIe siècle, l'Empire romain commence à montrer des signes de faiblesse. Les premières incursions germaniques inquiètent les populations. On fortifie à la hâte les villes, parfois en recyclant les pierres des monuments publics devenus superflus. La célèbre porte noire d'Avenches témoigne de ces temps troublés. Des sculptures funéraires et des fragments d'édifices publics y sont intégrés dans un assemblage hétéroclite mais solide. En 260, les Alamans, une confédération de tribus germaniques, franchissent le Rhin et ravagent une partie du plateau suisse. Aventicum ne se relèvera jamais complètement de ce raid. La frontière de l'Empire recule jusqu'au Lym, cette ligne de fortification qui suit approximativement le cours du Rhin. Les campagnes se dépeuplent. On abandonne les villas isolées trop vulnérables pour se regrouper dans des sites défensifs naturels. C'est dans ce contexte d'insécurité que le christianisme fait son apparition en Helvétie. La légende veut que la légion thébaine, composée de soldats chrétiens originaires d'Égypte et commandée par saint Maurice, ait été martyrisée à Agone, saint Maurice en Valais, pour avoir refusé de persécuter des chrétiens. Au-delà du mythe, les premières communautés chrétiennes attestées apparaissent au IVe siècle, comme en témoigne la petite église paléo-chrétienne découverte sous la cathédrale de Genève. L'effondrement de l'autorité impériale au Ve siècle ouvre la voie aux grandes migrations. Les Burgondes, un peuple germanique relativement romanisé, s'installent avec l'accord de Rome dans la partie occidentale de la Suisse actuelle. Leur royaume, avec pour capitale Genava, Genève, puis Lugdunum, Lyon, adopte rapidement la langue latine et le christianisme. À l'est, les Alamans s'établissent durablement, apportant leur langue, qui donnera naissance aux Suisses allemands, et leurs coutumes. Contrairement aux Burgondes, ils restent attachés à leurs croyances païennes plus longtemps et conservent davantage leur identité culturelle germanique. La frontière linguistique, qui divise aujourd'hui la Suisse entre parties germanophones et francophones, trouve ses origines dans cette période troublée. Au sud des Alpes, le Tessin passe sous contrôle des Ostrogoths, puis des Lombards, qui fondent le royaume d'Italie. Les raids des Grisons, quant à eux, maintiennent une certaine autonomie dans leurs vallées montagneuses, tout en subissant diverses influences. Ainsi, à l'aube du Moyen Âge, le territoire de la future Suisse se trouve divisé entre différentes entités politiques et culturelles. Cette mosaïque de peuples et d'influences constitue le terreau fertile dans lequel s'enracineront plus tard les particularismes cantonaux. La romanité persiste dans les institutions, les techniques agricoles, le réseau routier et, bien sûr, la langue qui évoluera vers le français et l'italien dans certaines régions. L'héritage germanique, lui, s'exprime dans le droit coutumier, l'organisation sociale et la langue alémanique. Cette période de transition voit aussi l'émergence d'une nouvelle organisation territoriale et sociale. Les grandes villas romaines se transforment souvent en centres domaniaux qui préfigurent les seigneuries médiévales. L'Église devient un acteur majeur, avec la création des premiers évêchés à Genève, Martigny, puis Sion, Avenches, puis Lausanne et Coire. Dans les anciennes villes romaines partiellement abandonnées, la vie se réorganise autour des cathédrales et des monastères. À Augusta Raurica, la population délaisse la ville basse pour se regrouper sur la colline où s'élève le castrum, embryon de la future ville de Kaiserost. À Genève, c'est autour de la cathédrale Saint-Pierre que bat désormais le cœur de la cité. Les routes commerciales se modifient également. Si le Rhin reste une artère vitale, le commerce méditerranéen décline au profit d'échanges plus locaux. Les cols alpins, momentanément moins fréquentés, ne perdent pas pour autant leur importance stratégique. Ils continueront de jouer un rôle crucial dans les siècles à venir. Carrière formation de la Confédération. Le territoire de la future Suisse entre progressivement dans l'orbite du royaume franc après la chute de l'Empire romain d'Occident. Clovis, roi des Francs, défait les Alamans à la bataille de Tolbiac en 496
et intègre leurs territoires à son royaume. Un peu plus tard, en 534, le royaume burgonde est à son tour annexé par les Francs mérovingiens. Sous Charlemagne, couronné empereur en 800, l'administration se réorganise autour des comtés et des marches frontalières. Des monastères sont fondés ou renforcés, comme Saint-Gall, Einsiedeln ou Disanti, qui deviennent d'importants centres culturels et économiques. L'abbaye de Saint-Gall, avec sa célèbre bibliothèque et son plan architectural idéal, rayonne dans toute l'Europe carolingienne. Après la dislocation de l'Empire carolingien au traité de Verdun en 843, la majeure partie de la Suisse actuelle se retrouve dans la Francie médiane, puis dans le royaume de Bourgogne et finalement dans le Saint-Empire romain, germanique. Cette période voit l'émergence de grandes familles féodales comme les Zeringen, les Kibourg, les Savoie ou les Habsbourg, qui se disputent l'influence sur ces terres stratégiques. Les Zeringen, en particulier, marquent le paysage urbain en fondant ou développant des villes comme Fribourg, Berne et Thun, conçues selon un plan régulier caractéristique avec une large rue principale. Ces villes obtiennent des chartes de franchise qui leur accordent une certaine autonomie, préfigurant l'esprit d'indépendance qui caractérisera plus tard les cantons suisses. C'est dans ce contexte féodal complexe qu'apparaissent, au XIIIe siècle, les prémices de la Confédération suisse. Au cœur des Alpes, dans la région du Gotthard, 3 petites communautés rurales, Uri, Schwyz et Unterwald, aujourd'hui divisées en Obwald et Nidwald, cherchent à préserver leur liberté traditionnelle face aux ambitions des Habsbourg. Ces communautés, ou Waldstätten, pays des forêts, ont développé au fil des siècles une forte tradition d'autonomie. Composées de paysans libres et d'éleveurs, elles gèrent collectivement leurs forêts et alpages selon un système communautaire. L'ouverture du col du Gotthard, vers 1170, leur a apporté une nouvelle importance stratégique et des revenus liés au transit des marchandises entre l'Italie et l'Europe du Nord. En 1231, les habitants d'Uri obtiennent de l'empereur Frédéric II une lettre de franchise les plaçant sous la protection directe de l'Empire, immédiateté impériale, les soustrayant ainsi à l'autorité des seigneurs locaux. Schwyz reçoit un privilège similaire en 1240. Ces communautés voient d'un mauvais œil la montée en puissance des Habsbourg qui, à partir de leur château familial situé en Argovie, étendent progressivement leur domination sur une grande partie de l'actuelle Suisse alémanique. Selon la tradition suisse, c'est au début du mois d'août 1291 que des représentants d'Uri, Schwyz et Unterwald se seraient réunis dans une prairie isolée au bord du lac des 4 cantons, le Grütli ou Rütli, pour prêter un serment d'alliance mutuelle. Ce serment du Grütli est considéré comme l'acte fondateur de la Confédération, bien qu'aucun document contemporain ne l'atteste. Le premier document historique confirmant l'existence d'une alliance entre ces communautés est le Pacte fédéral de 1291, redécouvert aux archives de Schwyz au XVIIIe siècle. Rédigé en latin, il stipule que les 3 communautés s'engagent à se porter mutuellement secours contre toute agression extérieure et à régler pacifiquement leurs différends internes. Ce n'est pas une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'Empire, mais plutôt une alliance défensive visant à maintenir l'ordre public et à préserver les libertés traditionnelles. La légende de Guillaume Tell, ce héros qui aurait refusé de s'incliner devant le chapeau du bailli habsbourgeois Gessler et aurait été contraint de tirer à l'arbalète sur une pomme posée sur la tête de son fils, symbolise cette résistance à l'oppression. Bien que son existence historique soit douteuse, Tell incarne l'esprit d'indépendance qui anime les fondateurs de la Confédération. La première épreuve sérieuse pour cette jeune alliance survient en 1315, lorsque le duc Léopold Ier de Habsbourg, déterminé à soumettre ses montagnards rebelles, conduit une expédition punitive contre Schwyz. Le 15 novembre, au col de Morgarten, les confédérés, inférieurs en nombre mais connaissant parfaitement le terrain, infligent une défaite cuisante à la chevalerie habsbourgeoise. Les lourds cavaliers, pris au piège dans un défilé étroit,
sont décimés par des avalanches de pierres et les hallebardes des montagnards. Cette victoire inattendue renforce considérablement le prestige de l'Alliance. Quelques semaines plus tard, le pacte est renouvelé à Brunnen, cette fois en allemand, marquant symboliquement l'affirmation d'une identité propre. Le nom de Schwyz commence à être utilisé pour désigner l'ensemble de la Confédération, donnant naissance au terme suisse. Dans les décennies qui suivent, la Confédération s'élargit progressivement. Lucerne, une ville sous influence habsbourgeoise, mais dont les intérêts commerciaux sont liés au Waldstätten, rejoint l'Alliance en 1332. Zurich, importante cité impériale, au terme d'une révolution interne qui porte au pouvoir les corporations d'artisans, adhère en 1351. Glaris et Zug suivent en 1352. Berne, puissante ville fondée par les Zähringen et qui a développé une politique expansionniste dans l'Oberland, rejoint la Confédération en 1353, lui apportant sa force militaire et son expérience diplomatique. Ces 8 entités constituent ce qu'on appellera plus tard les 8 anciens cantons. La structure de cette alliance reste très souple. Chaque membre conserve sa souveraineté interne et ses propres alliances. Il n'existe pas de gouvernement central, mais des diètes, Tagsatzung, réunissent périodiquement les délégués des cantons pour discuter des affaires communes. Les décisions importantes requièrent l'unanimité. Cette confédération hétéroclite rassemble des entités très diverses. 3 communautés rurales démocratiques, les Waldstätten, des villes-États oligarchiques gouvernées par des patriciens, Berne, Zurich, ou des corporations Lucerne, et des Stadtteils, territoires de statut intermédiaire, Glaris, Zug. Leur point commun est la volonté de préserver leur liberté face aux ambitions des puissances féodales environnantes. En 1386, une nouvelle confrontation avec les Habsbourg aboutit à la bataille de Sempach. Les confédérés y remportent une victoire décisive, consolidant leur indépendance de fait, sinon de droit. La légende d'Arnold de Winkelried, qui se serait sacrifié en se jetant sur les lances autrichiennes pour ouvrir une brèche dans leur formation, symbolise l'esprit de sacrifice pour la communauté. 2 ans plus tard, à Neffels, les hommes de Glaris repoussent une autre armée habsbourgeoise, confirmant la supériorité militaire des confédérés. Ces victoires permettent à la Confédération de s'affirmer comme une puissance régionale avec laquelle il faut compter. Le XVe siècle voit l'expansion territoriale de la Confédération. Les cantons acquièrent des bailliages communs, territoires administrés collectivement comme la Turgovie ou le Tessin. Cette politique expansionniste conduit parfois à des tensions internes, comme lors de la vieille guerre de Zurich, 1436 à 1450, qui oppose Zurich aux autres cantons pour le contrôle de l'héritage du comte de Serfetherhof. Toggenbourg. Parallèlement, de nouveaux membres rejoignent l'Alliance. Fribourg et Soleure en 1481, Bâle et Schaffhouse en 1500 et Appenzell en 1513, portant à 13 le nombre des cantons. Cette configuration restera stable jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La réputation militaire des Suisses s'étend dans toute l'Europe. Leurs fantassins, disciplinés et redoutables avec leurs hallebardes et leurs piques, sont recherchés comme mercenaires par les puissances européennes. Le pape lui-même crée la garde suisse pontificale en 1506, qui existe encore aujourd'hui. Cependant, cette pratique du service étranger a aussi ses revers. À la bataille de Marignan en 1515, les Suisses subissent une défaite face aux troupes françaises de François Ier, mettant fin à leur expansion dans le Milanais. Cette défaite marque un tournant. La Confédération adopte progressivement une politique de neutralité qui deviendra l'une de ses caractéristiques fondamentales. Expansion médiévale. La fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance constituent une période cruciale pour la Confédération suisse. Après les victoires décisives sur les Habsbourg, les cantons confédérés se trouvent dans une position de force qui leur permet d'envisager une expansion territoriale. Cette expansion s'effectue de manière pragmatique, sans plan d'ensemble,
au gré des opportunités et des intérêts particuliers de chaque canton. Berne, particulièrement ambitieuse, étend son influence vers le sud et l'ouest. En 1415, elle achète l'Argovie aux Habsbourg, affaiblie après le concile de Constance. En 1475, ses troupes participent aux guerres de Bourgogne contre Charles le Téméraire, aux côtés des cantons confédérés et en alliance avec Louis le XI de France. Les victoires de Grandson et de Morat en 1476 démontrent la supériorité de l'infanterie suisse sur la chevalerie bourguignonne. Ces guerres permettent à Berne et Fribourg d'étendre leur influence dans le pays de Vaud, alors sous domination savoyarde. Les villes conquises doivent prêter serment au nouveau maître, mais conservent généralement leurs franchises et coutumes locales. C'est le début d'un système qui caractérisera longtemps la Confédération. Des territoires sujets administrés par les cantons souverains. La réputation militaire des Suisses atteint son apogée. Les Reichsläufer, ces mercenaires qui vendent leurs services aux puissances européennes, deviennent une ressource économique importante pour les cantons. Des milliers de jeunes hommes quittent leur vallée pour servir sous les bannières de France, d'Espagne, du pape ou des États italiens. Ils apportent avec eux des techniques militaires innovantes, notamment l'organisation en bataillons carrés de piquiers qui révolutionne l'art de la guerre. Cette activité mercenaire a des conséquences ambivalentes. D'un côté, elle apporte des revenus substantiels et permet d'établir des réseaux d'influence dans les cours européennes. De l'autre, elle implique parfois les confédérés dans des conflits qui ne les concernent pas directement et peut même les amener à s'affronter entre eux sous des bannières étrangères. Les guerres d'Italie, au tournant du XVe et du XVIe siècle, illustrent ces contradictions. Attirés par les richesses de la péninsule italienne, les Suisses interviennent d'abord comme alliés du duc de Milan, puis de la France, avant de s'opposer à cette dernière. Leur défaite à Marignan en 1515 face aux troupes de François Ier marque la fin de leurs ambitions territoriales au sud des Alpes, à l'exception du Tessin, qui reste un bailliage commun. Cette défaite conduit à une réorientation de la politique étrangère confédérale. En 1516, une paix perpétuelle est signée avec la France, suivie de nombreux traités d'alliance. Ces accords prévoient notamment le recrutement officiel de régiments suisses au service de la couronne française, pratique qui se poursuivra jusqu'à la Révolution. Parallèlement, la Confédération s'agrandit. En 1500, Bâle et Schaffhouse, deux villes impériales importantes, rejoignent l'Alliance, suivies en 1513 par Appenzell. La Confédération compte désormais 13 membres à part entière, nombre qui restera stable jusqu'en 1789. À côté de ces 13 cantons, plusieurs territoires sont liés à la Confédération par des alliances plus ou moins étroites. Le Valais, les Grisons, la principauté de Neuchâtel, la ville de Genève, l'évêché de Bâle. On les appelle les alliés, Zugewandort. D'autres régions sont administrées directement comme bailliages communs. La Turgovie, le Tessin, Sargan et après 1536, le pays de Vaud, conquis par Berne et Fribourg. Cette structure complexe reflète le caractère pragmatique et non systématique de la construction confédérale. Il ne s'agit pas d'un État unifié, mais d'un réseau d'alliances entre entités souveraines, unies par des intérêts communs et une histoire partagée de lutte pour l'autonomie. La Diète fédérale, Tagsatzung, se réunit régulièrement pour discuter des affaires communes, mais ces décisions doivent être approuvées par les cantons. Chaque canton, quelle que soit sa taille, dispose d'une voix, ce qui avantage les petits cantons ruraux par rapport aux villes plus peuplées comme Berne ou Zurich. Cette période voit aussi une évolution des institutions internes des cantons. Dans les cantons urbains, Berne, Zurich, Bâle, etc., le pouvoir se concentre progressivement entre les mains d'un patriciat de plus en plus fermé. Les anciennes libertés communales s'érodent au profit d'oligarchies héréditaires. Dans les cantons ruraux, Uri, Schwyz, Unterwald, etc., la Landsgemeinde, assemblée de tous les hommes libres, reste l'organe suprême. Mais là aussi,
certaines familles exercent une influence prépondérante. Les tensions entre ville et campagne, entre cantons protestants et catholiques après la Réforme, entre partisans et adversaires du service étranger, traversent constamment la Confédération. Pourtant, malgré ces divisions, un sentiment d'appartenance commune se développe progressivement. L'humanisme trouve un terrain fertile dans les villes suisses. Erasme séjourne longuement à Bâle, où l'imprimerie connaît un développement remarquable avec des éditeurs comme Froben. Des écoles réputées attirent des étudiants de toute l'Europe. La Confédération devient un carrefour culturel où se croisent influences italiennes, françaises et germaniques. Sur le plan économique, l'artisanat se développe dans les villes. Bâle et Zurich deviennent des centres textiles importants, tandis que Genève se spécialise dans l'horlogerie et l'orfèvrerie. Le commerce transalpin, favorisé par le contrôle des cols, enrichit des villes comme Lucerne ou Coire. L'élevage reste l'activité principale des cantons montagneux, avec une spécialisation croissante dans la production de fromages exportés dans toute l'Europe. Cette prospérité relative contraste avec la simplicité, voire l'austérité des mœurs, surtout dans les cantons ruraux. Les chroniqueurs étrangers s'étonnent de voir des paysans gouverner leurs propres affaires et défendre farouchement leur liberté. Le mythe d'une démocratie alpine idyllique, qui séduira plus tard les philosophes des Lumières comme Rousseau, commence à se former. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Si les confédérés ont effectivement conquis une large autonomie, leurs sociétés sont loin d'être égalitaires. Dans les villes, les corporations régulent strictement l'activité économique et limitent l'accès à la citoyenneté. Dans les campagnes, la propriété communautaire des alpages coexiste avec d'importantes inégalités sociales. La Confédération de cette époque présente ainsi un visage contrasté, à la fois puissance militaire respectée, mosaïque politique complexe, carrefour culturel et économique et laboratoire d'expériences politiques originales. C'est sur ce terreau que vont s'épanouir, au XVIe siècle, les idées de la Réforme qui bouleverseront profondément l'équilibre confédéral. Réforme et guerre de religion. Le XVIe siècle marque un tournant décisif dans l'histoire suisse avec l'irruption de la Réforme protestante qui divise profondément la Confédération. Le mouvement réformateur trouve un terreau fertile dans les villes suisses, centre de vie intellectuelle et commerciale, où l'humanisme a déjà préparé les esprits à une remise en question des pratiques religieuses traditionnelles. C'est à Zurich que le mouvement prend d'abord racine, sous l'impulsion d'Ulrich Zwingli. Nommé prêtre à la Großmünster en 1519, cet humaniste formé à Vienne et à Bâle entreprend une réforme radicale qui va au-delà des propositions de Luther. Dès 1523, la messe est abolie à Zurich, les images retirées des églises, les couvents fermés. La liturgie est simplifiée et centrée sur la prédication de la parole de Dieu. La théologie de Zwingli se distingue de celle de Luther, notamment sur la question de l'Eucharistie. Pour Zwingli, le pain et le vin sont des symboles commémoratifs, tandis que Luther maintient une forme de présence réelle du Christ. Cette divergence empêchera l'unification des mouvements protestants, malgré la rencontre des deux réformateurs au colloque de Marbourg en 1529. À Bâle, la réforme s'impose sous l'influence de Colampade, tandis que Berne, après d'intenses débats, adopte officiellement la foi réformée en 1528 suite à une dispute théologique publique. Cette conversion de Berne, puissance militaire majeure de la Confédération, modifie l'équilibre des forces et accélère la diffusion du protestantisme dans les territoires sous son influence, notamment le pays de Vaud. À Genève, la réforme s'établit dans un contexte particulier. La cité, théoriquement sous l'autorité de son évêque et du duc de Savoie, lutte pour son indépendance. En 1536, avec l'aide de Berne, elle chasse l'évêque et proclame la République. La même année, le réformateur français Jean Calvin, de passage à Genève, est persuadé par Guillaume Farel d'y rester pour organiser l'Église réformée. Après un exil à Strasbourg, 1538 à 1541, Calvin revient à Genève et met en place une organisation ecclésiastique
qui marque profondément la cité. Le consistoire, composé de pasteurs et d'anciens, veille à la discipline morale et religieuse. L'Académie de Genève, fondée en 1559, forme des pasteurs qui diffuseront le calvinisme dans toute l'Europe, faisant de Genève la Rome protestante. Face à cette expansion du protestantisme, les cantons du centre et du sud, Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zug, restent fermement attachés au catholicisme. Ces 5 cantons voient dans la nouvelle foi une menace non seulement religieuse, mais aussi politique, remettant en cause l'ordre social traditionnel et les alliances avec des puissances catholiques comme la France. Les tensions s'exacerbent rapidement. En 1529, les cantons catholiques s'allient avec l'Autriche habsbourgeoise, traditionnel ennemi de la Confédération, provoquant l'indignation des cantons réformés. Ces derniers imposent un blocus économique aux cantons catholiques, notamment sur les céréales, mesure particulièrement douloureuse pour ces régions montagneuses qui dépendent des importations alimentaires. La première guerre de Capelle éclate en juin 1529. Les armées confédérées se font face, mais les simples soldats, peu désireux de verser le sang de leurs compatriotes, imposent une médiation connue sous le nom de paix de la soupe au lait. Ainsi nommée parce que, selon la tradition, soldats, catholiques et protestants auraient partagé une soupe au lait à la frontière entre Zurich et Zug. Cette paix fragile ne résout pas les divergences fondamentales. En 1531, une seconde guerre de Capelle oppose les 5 cantons catholiques à Zurich. Cette fois, le combat a lieu. L'armée zurichoise est défaite et Zwingli, qui accompagnait ses troupes en tant qu'aumônier, trouve la mort sur le champ de bataille. Son corps est écartelé et brûlé, symbole tragique des passions religieuses de l'époque. La deuxième paix de Capelle, qui suit cette bataille, établit un principe qui guidera longtemps la politique confédérale. Cuius regio, ejus religio. Telle région, telle religion. Chaque canton est libre de choisir sa confession. Mais dans les bailliages communs, les communautés peuvent déterminer leur appartenance religieuse par un vote majoritaire. Ce compromis pragmatique permet à la Confédération de survivre à sa division religieuse, contrairement à d'autres régions d'Europe déchirées par des guerres confessionnelles sanglantes. Néanmoins, la fracture religieuse affaiblit considérablement la cohésion confédérale. Les diètes fédérales deviennent des arènes où s'affrontent catholiques et protestants. Les alliances étrangères se font désormais sur une base confessionnelle. Les cantons catholiques se rapprochent de l'Espagne et de la Savoie, tandis que les réformés cherchent le soutien de la France, malgré son catholicisme officiel, et des princes, protestants allemands. Cette division religieuse se double d'une division sociale et économique. Les cantons protestants, généralement urbains, développent le commerce, l'artisanat et les premières manufactures, notamment dans le textile. L'éthique protestante, particulièrement calviniste, valorise le travail et l'épargne, favorisant l'accumulation de capital. Les cantons catholiques, principalement ruraux et montagneux, restent attachés à une économie plus traditionnelle, basée sur l'élevage et le service mercenaire. La réforme a également des conséquences culturelles profondes. L'accent mis sur la lecture directe de la Bible encourage l'alphabétisation. Des écoles sont créées dans les paroisses réformées. L'imprimerie connaît un essor remarquable à Bâle, Zurich et Genève, diffusant les idées nouvelles. En réaction, la contre-réforme catholique stimule également l'éducation, avec la fondation de collèges jésuites à Lucerne, Fribourg et Porrentruy. Dans le domaine artistique, l'iconoclasme protestant appauvrit temporairement les églises réformées, privées de leur décoration traditionnelle. En revanche, le portrait bourgeois et la peinture de paysage se développent. Du côté catholique, l'art baroque s'épanouit au XVIIe siècle, comme en témoignent les somptueuses églises de Lucerne ou d'Einsiedeln. Malgré ces divisions, la Confédération parvient à maintenir une neutralité relative dans la guerre de 30 ans, 1618 à 1678-48, qui ravage l'Europe centrale. Cette neutralité est formalisée au traité de Westphalie
en 1648 qui reconnaît officiellement l'indépendance de la Confédération vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique. La dernière guerre civile religieuse suisse, la guerre de Villmergen, éclate en 1656. Elle oppose les cantons protestants, menés par Zurich, aux cantons catholiques dirigés par Lucerne, avec pour enjeu le sort des protestants dans les bailliages communs. La victoire catholique renforce temporairement leur position, mais un second conflit en 1712 verra la victoire des protestants, rééquilibrant les forces. Au XVIIIe siècle, les tensions religieuses s'apaisent progressivement, sans disparaître complètement. Les Lumières influencent les élites urbaines, tant catholiques que protestantes, favorisant une certaine tolérance. Des sociétés savantes comme la Société helvétique, fondée en 1761, rassemblent des intellectuels des deux confessions, unis par leur intérêt pour les sciences, les arts et le bien public. Cependant, les cantons restent profondément marqués par leur identité confessionnelle. L'éducation, la culture, la vie sociale s'organisent largement autour de l'appartenance religieuse. Cette division perdure au-delà de la période moderne, influençant la politique suisse jusqu'au XXe siècle et laissant des traces visibles dans le paysage culturel du pays. L'ère napoléonienne. La fin du XVIIIe siècle voit la Confédération suisse dans un état de relative stagnation politique. Les 13 cantons souverains sont gouvernés par des oligarchies urbaines ou rurales de plus en plus fermées. Les territoires sujets, bailliages communs administrés par plusieurs cantons ou terres conquises par un seul, n'ont aucune participation politique. Les inégalités entre citoyens des villes et habitants des campagnes, entre patriciens et simples bourgeois, entre régions privilégiées et territoires assujettis, deviennent de plus en plus difficiles à justifier à l'ère des Lumières. Des tensions se manifestent dès les années 1760, avec des soulèvements comme celui de Genève en 1762 ou du pays de Vaud en 1781. Les idées des Lumières, diffusées par des personnalités comme Jean-Jacques Rousseau ou Isaac Hiselin, nourrissent les aspirations à plus d'égalité et de participation politique. La Révolution française de 1789 suscite à la fois espoir et inquiétude parmi les Suisses. Si les élites traditionnelles redoutent la contagion révolutionnaire, de nombreux intellectuels et bourgeois y voient faire l'occasion d'une régénération politique. Des clubs révolutionnaires se forment dans plusieurs villes, notamment à Bâle et en Suisse romande, région culturellement proche de la France. La position des autorités confédérales face à la France révolutionnaire est délicate. Traditionnellement alliée à la monarchie française, la Confédération accueille de nombreux émigrés royalistes. En même temps, elle tente de maintenir des relations correctes avec le nouveau régime français. Cette neutralité ambiguë devient de plus en plus difficile à mesure que les guerres révolutionnaires s'étendent en Europe. La situation se complique encore après la chute de la monarchie française en 1792. Le massacre des gardes suisses aux Tuileries, le 10 août, traumatise l'opinion confédérale. Lorsque la France révolutionnaire occupe des territoires frontaliers comme l'évêché de Bâle en 1793, l'inquiétude grandit. Pendant quelques années, la Confédération parvient à rester en dehors du conflit général européen. Mais la situation change radicalement avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. Le jeune général, qui a traversé la Suisse lors de sa campagne d'Italie, comprend l'importance stratégique de ce territoire, qui contrôle plusieurs cols alpins cruciaux entre la France et l'Italie. En janvier 1798, les troupes françaises pénètrent en Suisse, officiellement pour libérer le pays de Vaud de la domination bernoise, en réalité pour établir un État satellite qui sécuriserait les communications. Françaises, les milices bernoises, commandées par des officiers âgés et divisés, ne peuvent résister longtemps. Le trésor de Berne, accumulé pendant des siècles, est saisi pour financer les campagnes napoléoniennes, notamment l'expédition d'Égypte. L'ancienne confédération s'effondre en quelques semaines. Sur ces ruines, les Français imposent à la République helvétique une et indivisible sur le modèle français.
Cette république centralisée abolit les distinctions entre cantons souverains et territoires sujets, entre citoyens et sujets. Elle proclame l'égalité juridique, la liberté de conscience et de commerce. Une constitution moderne, inspirée de la Constitution française de 1795, établit un directoire exécutif, un grand conseil et un sénat. Cette transformation radicale suscite des réactions contrastées. Si de nombreux intellectuels et bourgeois des villes accueillent favorablement les réformes, les régions rurales, particulièrement en Suisse centrale, voient dans la République helvétique une violation de leurs traditions séculaires. Pour ces montagnards, la démocratie directe de leur Landsgemeinden, assemblée populaire, est plus authentique que le système représentatif importé de France. La résistance est particulièrement forte à Nidwald, où les paysans prennent les armes contre les Français en septembre 1798. La répression est terrible. Villages incendiés, centaines de civils tués, population traumatisée. Cet épisode sanglant illustre les contradictions d'une libération imposée par les armes. Les 5 années de la République helvétique, 1798 à 1803, sont marquées par une instabilité chronique. Les coups d'État se succèdent à Berne, reflétant les changements politiques à Paris. L'économie souffre du blocus continental et des réquisitions françaises. Des soulèvements éclatent régulièrement, comme celui dirigé par Alois Reding à Schwyz en 1802. Conscient de l'impasse, Bonaparte, devenu premier consul, convoque en 1803 une consulta suisse à Paris. Il y reçoit des délégués des différents courants politiques suisses et leur impose un compromis. L'acte de médiation. Ce document rétablit la structure fédérale de la Suisse, mais conserve certains acquis révolutionnaires comme l'égalité juridique et la fin des territoires sujets. L'acte de médiation crée une confédération de 19 cantons, ajoutant aux 13 anciens cantons si nouveaux Saint-Gall, Grison, Argovie, Turgovie, Tessin et Vaud. Ces territoires, autrefois sujets ou alliés, deviennent des cantons à part entière. Chaque canton retrouve une large autonomie et peut choisir sa constitution. Généralement censitaire dans les cantons urbains et plus démocratique dans les cantons ruraux. Cette période de 10 ans, 1803 à 1813, est relativement paisible pour la Suisse, malgré son statut d'État satellite français. L'économie se redresse partiellement. Des réformes administratives et juridiques modernisent le pays. Mais la Confédération paie un lourd tribut en hommes. Les régiments suisses au service de Napoléon perdent des milliers de soldats, notamment lors de la campagne de Russie en 1812. La défaite de Napoléon à Leipzig, en octobre 1813, marque la fin de l'influence française en Suisse. Les troupes autrichiennes traversent le territoire suisse pour envahir la France, violant une neutralité que la Confédération n'a pas les moyens de défendre. Les anciennes élites, qui avaient perdu le pouvoir en 1798, tentent de restaurer l'ancien régime, abolissant l'acte de médiation. Cependant, un retour complet à la situation d'avant 1798 s'avère impossible. Les grandes puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne en 1815, garantissent l'indépendance de la Suisse, mais imposent certaines conditions. La Confédération s'agrandit de 3 nouveaux cantons, Genève, Neuchâtel et Valais, portant leur nombre à 22. Les frontières actuelles de la Suisse sont pour l'essentiel fixées à cette époque. Le pacte fédéral de 1815, qui remplace l'acte de médiation, représente un compromis entre restauration et innovation. Les cantons retrouvent leur pleine souveraineté, mais les nouveaux cantons créés en 1803 sont maintenus. Une diète fédérale, où chaque canton dispose d'une voix, gère les affaires communes comme la politique étrangère et militaire. La neutralité perpétuelle de la Suisse est reconnue internationalement, devenant un élément fondamental de l'identité nationale. Cette période post-napoléonienne, connue comme la Restauration 1815 à 1830, voit un retour partiel des anciennes élites au pouvoir dans plusieurs cantons. À Berne, Lucerne ou Fribourg, des patriciens reprennent les rênes du gouvernement. Les libertés politiques sont restreintes.
la censure rétablie. Pourtant, les idées libérales continuent de progresser, notamment dans les milieux intellectuels et commerciaux. Des sociétés comme la Société helvétique ou la Société suisse d'utilité publique promeuvent les réformes. La presse, malgré la censure, diffuse les idées nouvelles. L'industrialisation naissante crée une nouvelle classe d'entrepreneurs et d'ouvriers qualifiés, moins attachés aux structures traditionnelles. La Révolution de juillet 1830 en France donne le signal d'un mouvement de réforme en Suisse, connu sous le nom de régénération. Entre 1830 et 1833, 12 cantons adoptent des constitutions libérales, garantissant l'égalité des droits, élargissant le suffrage, séparant les pouvoirs. Ce mouvement réformateur se heurte cependant à la résistance des cantons conservateurs, particulièrement en Suisse centrale. Une tentative de révision du pacte fédéral échoue en 1833, préfigurant les tensions qui conduiront, 15 ans plus tard, à la guerre du Sonderbund et à la naissance de l'État fédéral moderne. Durera la Suisse moderne, 19e siècle. Le 19e siècle est une période de transformation profonde pour la Suisse, qui passe d'une confédération d'États quasi indépendants à un État fédéral moderne. Cette évolution ne se fait pas sans heurts, marquée par des tensions politiques, religieuses et sociales, qui culminent dans la guerre civile du Sonderbund en 1847. La période de la régénération, 1830 à 1841, voit l'émergence d'un mouvement libéral radical qui prône une modernisation des institutions. Dans plusieurs cantons, des constitutions progressistes sont adoptées, garantissant les libertés fondamentales, élargissant le droit de vote et favorisant l'éducation publique. Ces réformes rencontrent l'opposition des forces conservatrices, particulièrement dans les cantons ruraux et catholiques. Les tensions religieuses s'exacerbent autour de la question des couvents. En 1841, le gouvernement radical d'Argovie décide la suppression des monastères du canton, provoquant l'indignation des catholiques qui y voient une violation du pacte fédéral. Quelques années plus tard, le gouvernement radical de Lucerne appelle les jésuites pour diriger l'éducation supérieure, suscitant cette fois la colère des protestants et des libéraux. Ces controverses confessionnelles masquent des divergences plus profondes sur l'avenir de la Confédération. Les radicaux, inspirés par le nationalisme romantique et les idées de la Révolution française, souhaitent renforcer l'unité nationale et créer un État central plus fort. Les conservateurs défendent les particularismes cantonaux et une vision plus traditionnelle de la société. En 1845, les 7 cantons catholiques et conservateurs, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zug, Fribourg et Valais, forment une alliance défensive séparée, le Sonderbund, en violation du pacte fédéral qui interdit les alliances particulières. Après des tentatives de conciliation infructueuses, la Diète fédérale, où les radicaux sont majoritaires, ordonne la dissolution du Sonderbund en juillet 1847. La guerre qui s'ensuit est brève mais décisive. Le général Guillaume-Henri Dufour, commandant les troupes fédérales, conduit une campagne rapide et relativement peu sanglante, combinant pression militaire et négociations. En moins d'un mois, tous les cantons du Sonderbund capitulent. Dufour, qui deviendra plus tard l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, veille à limiter les violences et à respecter les populations civiles, facilitant ainsi la réconciliation future. Cette victoire des forces fédérales ouvre la voie à une refonte complète des institutions suisses. Une commission présidée par Ulrich Oxenbein élabore une nouvelle constitution, adoptée en 1848. Ce texte fondateur, inspiré en partie du modèle américain, transforme la Confédération d'États en un État fédéral, où les cantons conservent une large autonomie mais cèdent certaines prérogatives au pouvoir central. La Constitution de 1848 établit un Parlement bicaméral. Le Conseil national représente la population, un député pour 20 000 habitants, tandis que le Conseil des États représente les cantons,
2 députés par canton. Le pouvoir exécutif est confié à un conseil fédéral de 7 membres, élus par l'Assemblée fédérale. Cette structure, remarquablement stable, existe encore aujourd'hui avec peu de modifications fondamentales. Parmi les innovations majeures figure la création d'une monnaie unique, le franc suisse, l'unification des douanes, l'abolition des péages intérieurs et la centralisation des services postaux. Le droit de cité suisse est reconnu, permettant aux citoyens de s'établir librement dans n'importe quel canton. Les libertés fondamentales, liberté de conscience, de presse, d'association, de commerce, sont garanties sur tout le territoire. Cette refonte institutionnelle s'accompagne d'un développement économique remarquable. L'industrialisation, déjà entamée dans certaines régions comme Zurich, textile, ou Glaris, impression sur tissu, s'accélère. La construction du réseau ferroviaire, à partir de 1847, révolutionne les communications internes et connecte la Suisse aux pays voisins. Des tunnels alpins comme le Gotthard, inauguré en 1882, renforcent le rôle de la Suisse comme plaque tournante du trafic européen. Le secteur bancaire connaît un essor considérable. Des établissements comme le Crédit Suisse, fondé en 1856, ou la Société de banque suisse, 1872, développent leurs activités internationales. Le secret bancaire, initialement conçu pour protéger les capitaux des aristocrates français après la Révolution, devient progressivement un pilier du système financier suisse. L'horlogerie, implantée dans le Jura depuis le XVIIIe siècle, se transforme avec la mécanisation. Des centres comme la Chaux-de-Fonds, le Locle ou Genève se spécialisent dans les montres de précision. L'industrie chimique se développe à Bâle, tandis que l'électrométallurgie trouve un terrain favorable dans les Alpes, riche en ressources hydroélectriques. Cette révolution industrielle modifie profondément la société suisse. L'exode rural s'amplifie, alimentant la croissance des villes. Zurich, Bâle, Genève, mais aussi des centres industriels comme Winterthur ou Bienne, voient à la fois leur population augmenter rapidement. Une classe ouvrière se constitue, avec ses difficultés, mais aussi ses organisations, syndicats, coopératives, sociétés d'entraide. La question sociale devient une préoccupation majeure dans les dernières décennies du siècle. Les conditions de travail dans les usines sont souvent déplorables. Journées de 12 à 14 heures, travail des enfants, absence de protection contre les accidents. Des grèves éclatent, comme celle des typographes de Genève en 1869 ou des ouvriers de Rorschach en 1880. Face à ces défis, l'État commence à intervenir. Une loi fédérale sur les fabriques est adoptée en 1877, limitant la journée de travail à 11 heures et interdisant le travail des enfants de moins de 14 ans. L'assurance contre les accidents devient obligatoire pour certaines industries. Ces mesures, modestes mais significatives, posent les premiers jalons de l'État social suisse. Sur le plan politique, la seconde moitié du XIXe siècle est marquée par l'affirmation de la démocratie directe. La révision constitutionnelle de 1874 introduit le référendum facultatif, permettant au peuple de se prononcer sur les lois votées par le Parlement si 50 000 citoyens le demandent. En 1891, l'initiative populaire est instaurée, donnant aux citoyens le droit de proposer des modifications constitutionnelles. Ces instruments de démocratie directe, qui singularisent la Suisse sur la scène internationale, reflètent une méfiance traditionnelle envers le pouvoir central et une volonté de contrôle populaire sur les décisions politiques. Ils contribuent aussi à intégrer les minorités et à forger des compromis, évitant les blocages institutionnels. L'éducation connaît également une expansion remarquable. Des écoles primaires publiques et obligatoires sont établies dans tous les cantons. L'école polytechnique fédérale est fondée à Zurich en 1855, marquant l'engagement de la Confédération dans l'enseignement supérieur. Des universités cantonales sont créées ou modernisées à Berne, Genève, Fribourg et Lausanne, rejoignant les institutions plus anciennes de Bâle et Zurich.
Cette période voit aussi la naissance d'organisations qui joueront un rôle international majeur. En 1863, un comité genevois dirigé par Henri Dunant, témoin des horreurs de la bataille de Solferino, fonde ce qui deviendra le Comité international de la Croix-Rouge. Un an plus tard, la première convention de Genève pose les bases du droit humanitaire international. En 1874, l'Union postale universelle est établie à Berne, première d'une série d'organisations internationales qui s'installeront en Suisse. La politique étrangère suisse se caractérise par une neutralité de plus en plus affirmée. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, l'armée française du général Bourbaki, acculée à la frontière, est internée en Suisse plutôt que de se rendre aux Allemands. Cet épisode, immortalisé par le panorama Bourbaki à Lucerne, illustre le rôle humanitaire que permet la neutralité. Le dernier quart du siècle voit l'émergence du tourisme comme secteur économique important. Les premières ascensions des sommets alpins par des Britanniques au milieu du siècle avaient attiré l'attention sur les paysages suisses. Des hôtels de luxe sont construits dans les stations comme Saint-Moritz, Davos ou Interlaken. Le chemin de fer à crémaillère du Rigi, 1871, et celui de la Jungfrau, achevé en 1912, permettent aux touristes moins aventureux d'accéder au panorama alpin. Cette industrie des étrangers, comme on l'appelle alors, transforme des vallées entières. Des villages de montagne deviennent des stations cosmopolites où se côtoient aristocrates russes, rentiers britanniques et industriels allemands. Pour les populations locales, longtemps confrontées à une émigration forcée par la pauvreté, ce tourisme naissant offre de nouvelles perspectives économiques. Culturellement, la Suisse du XIXe siècle se caractérise par sa diversité linguistique et régionale. L'allemand, le français, l'italien et le romanche coexistent. Chaque région entretenant des liens étroits avec la culture des pays voisins de même langue. Des écrivains comme Jeremias Gotthelf ou Gottfried Keller en Suisse alémanique, Charles Ferdinand Ramuz en Suisse romande, contribuent à forger une littérature nationale qui, tout en s'inscrivant dans des traditions linguistiques plus larges, exprime les particularités helvétiques. Les arts visuels connaissent un développement significatif avec des peintres comme Albert Anker, qui dépeint la vie rurale traditionnelle, ou Arnold Böcklin, dont le symbolisme fantastique acquiert une renommée internationale. L'architecture s'enrichit d'édifices publics imposants, comme le Palais fédéral à Berne, ou les gares monumentales des principales villes. Malgré ces progrès économiques et culturels, la fin du XIXe siècle est marquée par des tensions sociales croissantes. L'industrialisation rapide creuse les inégalités entre ouvriers et patrons, entre régions urbanisées et campagnes traditionnelles. Le mouvement ouvrier se structure, influencé par les idées socialistes venues d'Allemagne et de France. En 1888, le Parti socialiste suisse est fondé à Berne. Dans les années suivantes, des grèves importantes éclatent, notamment dans l'industrie textile et métallurgique. Les autorités réagissent parfois avec fermeté. L'armée est mobilisée à plusieurs reprises pour maintenir l'ordre, comme lors de la grève des ouvriers de Zurich en 1896. Parallèlement, les mouvements conservateurs et patriotiques se renforcent, inquiets des transformations sociales et de l'influence étrangère. La célébration du 600e anniversaire de la Confédération en 1891 donne lieu à des manifestations de ferveur nationale, avec la reconstitution du serment du Grütli et l'inauguration du monument national de Schwytz. À l'aube du XXe siècle, la Suisse présente ainsi un visage contrasté. Pays profondément transformé par l'industrialisation et l'urbanisation, mais où subsistent des poches de ruralité traditionnelle. Nation politiquement stable et prospère, mais traversée par des tensions sociales croissantes. État neutre et pacifique, mais entouré de puissances dont les ambitions croissantes font planer l'ombre de nouveaux conflits. Ouvre la Suisse pendant les guerres mondiales. Le début du XXe siècle trouve la Suisse dans une position économique enviable.
Son industrie est diversifiée et compétitive. Son système bancaire solidement établi. Son réseau ferroviaire parmi les plus denses d'Europe. Cette prospérité relative n'empêche pas les tensions sociales de s'accentuer. Le fossé se creuse entre une classe ouvrière confrontée à des conditions de vie difficiles et une bourgeoisie qui concentre richesse et pouvoir politique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, la neutralité suisse est immédiatement proclamée. Le Conseil fédéral mobilise l'armée pour défendre les frontières, plaçant le colonel Ulrich Will à sa tête. 200 000 hommes sont appelés sous les drapeaux, un effort considérable pour un pays de moins de 4 millions d'habitants. Cette neutralité armée n'est pas sans difficulté. Encerclée par des belligérants, la Suisse doit naviguer entre des pressions contradictoires. Sa position géographique la rend dépendante des importations transitant par les pays en guerre. Des accords complexes sont négociés avec les deux camps pour assurer l'approvisionnement en matières premières et denrées alimentaires. La guerre révèle aussi des fractures internes. La Suisse alémanique tend à sympathiser avec les empires centraux, tandis que la Suisse romande se montre favorable aux alliés. L'affaire des colonels, scandale d'espionnage où des officiers suisses transmettèrent des informations aux puissances centrales, exacerbe ces tensions en 1916. Sur le plan économique, la guerre a des effets contrastés. Certains secteurs, comme la métallurgie ou l'industrie chimique, profitent des commandes militaires. D'autres, comme le tourisme ou l'horlogerie, souffrent de l'effondrement des marchés internationaux. Pour la population, les difficultés quotidiennes s'accumulent. Rationnement, inflation, pénurie de charbon et de denrées alimentaires. La Suisse joue également un rôle humanitaire important. Le Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, développe l'Agence internationale des prisonniers de guerre, qui centralise les informations sur plus de 2 millions de prisonniers. Des villes comme Montreux ou Lausanne accueillent des blessés de guerre pour des convalescences. Des internés civils et militaires trouvent refuge dans la Confédération. À mesure que le conflit se prolonge, le mécontentement social grandit. Les difficultés économiques frappent particulièrement les classes populaires. En novembre 1918, alors que la guerre touche à sa fin en Europe, une grève générale paralyse la Suisse pendant 3 jours. Déclenchée par le comité d'Olten, coalition de syndicats et de socialistes, elle mobilise plus de 250 000 travailleurs qui réclament la journée de 8 heures, l'assurance vieillesse, le suffrage féminin et un impôt sur la fortune. Face à ces revendications, le Conseil fédéral mobilise l'armée et exige la fin immédiate du mouvement. La grève s'achève sans que les revendications immédiates soient pas satisfaites, mais elle marque un tournant. Dans les années suivantes, plusieurs réformes sociales sont adoptées. La semaine de 48 heures en 1919, la représentation proportionnelle qui permet l'entrée de socialistes au Parlement, et les premières bases de l'assurance vieillesse. L'après-guerre voit la Suisse s'impliquer davantage sur la scène internationale. Genève est choisie comme siège de la Société des Nations, nouvelle organisation créée pour maintenir la paix mondiale. Cette décision reconnaît le statut particulier de la Suisse neutre et sa tradition humanitaire. Cependant, le peuple suisse rejette par référendum en 1920 l'adhésion à la SDN, craignant pour sa neutralité traditionnelle. Ce n'est qu'en 1923, après des garanties spéciales sur son statut, que la Confédération rejoindra l'organisation. Les années 20 commencent dans les difficultés économiques, reconversion industrielle difficile, chômage, tensions sociales persistantes. Progressivement, la situation s'améliore. Les entreprises suisses, qui ont préservé leur outil industriel pendant la guerre, retrouvent leur marché d'exportation. L'industrie chimique bâloise, Ciba, Geigy, Sandoz, se développe dans les colorants puis les produits pharmaceutiques. L'horlogerie, après une crise de reconversion, retrouve sa place sur les marchés mondiaux. Cette période voit aussi l'émergence de la Suisse comme place financière internationale majeure. Le franc suisse, stable dans un monde monétaire chaotique, attire les capitaux.
Les banques helvétiques développent leurs activités de gestion de fortune, profitant de la stabilité politique du pays et du secret bancaire renforcé par une loi de 934. La crise économique mondiale déclenchée en 1929 touche la Suisse avec un certain décalage, mais n'épargne pas ses secteurs d'exportation. Le chômage augmente, particulièrement dans l'horlogerie et la métallurgie. Le franc suisse, maintenu à sa parité or contrairement à la plupart des monnaies, pénalise les exportateurs par sa cherté. Cette crise favorise la montée des extrêmes politiques. À gauche, le Parti communiste, scission du Parti socialiste, reste minoritaire mais actif dans certaines villes industrielles. À droite, des mouvements fascisants comme le Front National ou l'Union nationale à Genève s'inspirent des régimes autoritaires voisins. Ces extrêmes restent cependant contenus par la solidité des institutions démocratiques et le pragmatisme politique suisse. Face à la montée des périls en Europe, arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, expansionnisme italien en Abyssinie, guerre civile espagnole, la Suisse renforce sa politique de neutralité. En 1938, la Société des Nations reconnaît sa neutralité différentielle, qui l'exempte de participer aux sanctions économiques tout en restant membre de l'organisation. L'armée, quelque peu négligée dans l'entre-deux-guerres, fait l'objet d'une attention renouvelée. Des crédits militaires exceptionnels sont votés pour moderniser l'équipement et renforcer les fortifications, notamment dans les Alpes. Le général Henri Guisan est nommé commandant en chef en cas de conflit. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, la Suisse proclame à nouveau sa neutralité et mobilise 450 000 hommes, un effort encore plus considérable que lors du précédent conflit. Cette fois, la situation géostratégique est plus périlleuse. Après la défaite française, en juin 1940, la Suisse se retrouve entièrement encerclée par les forces de l'Axe. Face à cette menace, le général Guisan réunit les officiers supérieurs au Grütli, lieu mythique de la fondation de la Confédération, le 25 juillet 1940. Dans ce qui restera comme le rapport du Grütli, il annonce la stratégie du réduit national. En cas d'invasion, l'armée abandonnera le plateau suisse pour se retrancher dans les Alpes, transformées en forteresse. Cette décision, autant politique que militaire, signifie clairement que la Suisse résistera à toute agression. Les années de guerre sont marquées par un équilibre délicat entre préservation de l'indépendance et accommodement nécessaire avec les puissances de l'Axe. Des accords commerciaux sont conclus avec l'Allemagne, principal partenaire économique et source essentielle de charbon et de matières premières. Des armes sont exportées, des crédits accordés, le transit ferroviaire alpin mis à disposition pour les échanges non militaires entre l'Allemagne et l'Italie. Ces relations économiques, dictées par la nécessité de survie d'un petit pays encerclé, susciteront après-guerre des controverses durables sur le rôle de la Suisse pendant le conflit. La question de l'or nazi transité par les banques suisses et celle des réfugiés juifs refoulés à la frontière deviendront des points particulièrement sensibles de cette histoire complexe. Car si la Suisse accueille environ 300 000 réfugiés durant la guerre, militaires internés, enfants des pays belligérants, opposants politiques, sa politique envers les réfugiés juifs est initialement restrictive. La tristement célèbre formule « la barque est pleine » résume l'attitude des autorités jusqu'en 1943, lorsque l'ampleur des persécutions nazies devient impossible à ignorer et que la politique d'asile s'assouplit. Sur le plan intérieur, la guerre renforce l'unité nationale, temporairement affaiblie par les tensions des années 30. La défense spirituelle, mouvement culturel et politique visant à préserver l'identité suisse face aux idéologies totalitaires, contribue à rassembler les différentes communautés linguistiques autour de valeurs communes. Démocratie, fédéralisme, pluralisme. L'économie de guerre est strictement organisée. Le rationnement, introduit dès 1940, touche la plupart des denrées alimentaires et des combustibles. Le plan Wallen, du nom de son concepteur Friedrich Traugott Wallen,
vise l'autosuffisance alimentaire par l'extension massive des cultures au détriment des pâturages. Des milliers d'hectares sont défrichés, des jardins potagers apparaissent dans les villes. Grâce à ces efforts, la Suisse évite les pénuries graves qu'elle avait connues lors du précédent conflit. La fin de la guerre en Europe, en mai 1945, place la Suisse dans une situation diplomatique délicate. Épargnée par les destructions, elle se retrouve isolée face aux vainqueurs qui questionnent sa neutralité et ses relations économiques avec l'Allemagne nazie. Les Alliés exercent des pressions pour récupérer l'or nazi transité par les banques suisses et bloquer les avoirs allemands. L'accord de Washington de 1946 représente un compromis. La Suisse verse 250 millions de francs aux Alliés pour solde de tout compte concernant l'or, mais obtient la levée du blocus économique imposé par les États américains et la reconnaissance de sa position particulière. Sur le plan intérieur, l'immédiat après-guerre est marqué par des avancées sociales significatives. L'assurance vieillesse et survivants, AVS, projet retardé par la guerre, est finalement introduite en 1948 après un vote populaire massivement favorable. Les allocations familiales se généralisent, tandis que les conventions collectives de travail se multiplient, garantissant des conditions d'emploi plus stables. Les années qui suivent la guerre voient la Suisse entrer dans une période de prospérité exceptionnelle. L'industrie d'exportation, intacte contrairement à celle des pays belligérants, conquiert de nouveaux marchés. Les entreprises investissent dans la modernisation de leurs outils de production. Le plein emploi règne, attirant une immigration croissante, principalement italienne. Cette haute conjoncture, comme on l'appelle alors, s'accompagne d'une évolution de la politique étrangère. Sans renoncer à sa neutralité, la Suisse s'ouvre davantage à la coopération internationale. Si elle n'adhère pas à l'ONU en raison de l'opposition populaire, elle participe activement à ces agences spécialisées comme l'UNESCO ou l'OMS. Elle rejoint l'Organisation européenne de coopération économique, future OCDE, créée pour gérer l'aide américaine du plan Marshall, bien qu'elle n'ait pas bénéficié directement de cette aide. La construction européenne pose un défi particulier. La Suisse participe à la création de l'Association européenne de libre-échange, AEL, en 1960, alternative moins intégrée à la communauté économique européenne. Cette position à la périphérie du centre, selon l'expression consacrée, lui permet de préserver sa souveraineté tout en maintenant des liens économiques étroits avec ses voisins. Au terme de ces deux conflits mondiaux, la Suisse émerge donc transformée mais fidèle à ses principes fondamentaux. Sa neutralité, loin d'être un simple expédient, s'est révélée une politique étrangère cohérente, adaptée à sa position géographique et à son histoire. Son modèle politique, fondé sur le fédéralisme et la démocratie directe, a démontré sa résilience face aux crises. Son économie diversifiée et innovante a su tirer parti des circonstances, posant les bases d'une prospérité durable. Mais cette période a aussi révélé les ambiguïtés et les zones d'ombre d'un petit pays pris dans la tourmente de l'histoire mondiale. Les débats sur l'attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, temporairement mis en sourdine pendant la guerre froide, ressurgiront avec force dans les années 90, obligeant le pays à un examen de conscience douloureux mais nécessaire. Qu'invoque la Suisse contemporaine. L'après-guerre marque pour la Suisse le début d'une période de prospérité sans précédent. Les 30 glorieuses, approximativement de 1945 à 1975, voient le produit intérieur brut augmenter régulièrement, le plein emploi s'installer durablement et le niveau de vie progresser. Cette croissance économique transforme profondément la société suisse, traditionnellement rurale et modeste, en une société de consommation et de services. L'industrie d'exportation, pilier traditionnel de l'économie suisse, se développe et se diversifie. L'horlogerie, après une période d'adaptation, adopte les nouvelles technologies électroniques. L'industrie chimique et pharmaceutique bâloise, avec des entreprises comme Ciba Geigy, Sandoz ou Roche, s'oriente vers des produits à haute valeur ajoutée. La mécanique de précision,
et plus tard l'électronique trouvent des débouchés mondiaux. Le secteur bancaire connaît une expansion spectaculaire, profitant de la stabilité politique du pays, du secret bancaire et d'une fiscalité avantageuse. Les grandes banques comme l'Union de banques suisses ou le Crédit Suisse étendent leur réseau international. Zurich devient une place financière de premier plan, rivalisant avec Londres ou New York dans certains domaines. Cette croissance économique attire une main-d'œuvre étrangère considérable, principalement italienne dans un premier temps, puis espagnole, portugaise, yougoslave et turque. 250 000 en 1950, le nombre d'étrangers passe à plus d'1 million 20 ans plus tard. Cette immigration massive suscite des tensions sociales et politiques, avec l'émergence de mouvements contre la surpopulation étrangère, comme celui mené par James Schwarzenbach dans les années 60. L'urbanisation s'accélère, transformant le paysage. Les villes s'étendent, absorbant les villages environnants. Des agglomérations comme le Grand Zurich ou l'Arc lémanique se forment. La spéculation immobilière bat son plein, faisant flamber les prix dans les centres urbains. Des quartiers entiers de grands ensembles apparaissent en périphérie des villes pour loger les classes moyennes et populaires. La société de consommation s'installe. L'automobile, symbole de cette nouvelle prospérité, se démocratise. De 160 000 véhicules en 1945, le parc automobile passe à près de 2 millions en 1975. Le réseau routier se développe en conséquence, avec la construction des premières autoroutes dans les années 60. La télévision, introduite en 1953, devient un média de masse qui transforme les habitudes familiales et culturelles. Cette transformation économique et sociale s'accompagne d'évolutions politiques significatives. Le système de concordance, formalisé en 959 avec la formule magique qui attribue les 7 sièges du Conseil fédéral, selon une clé de répartition fixe entre les principaux partis, 2 radicaux, 2 démocrates chrétiens, 2 socialistes, un agrarien, assure une remarquable stabilité gouvernementale. Les droits politiques s'élargissent progressivement. Après plusieurs échecs au niveau fédéral, le suffrage féminin est finalement adopté en 1971, plaçant paradoxalement la Suisse, pionnière de la démocratie masculine, parmi les derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes. Au niveau cantonal, le processus est encore plus lent. Appenzell-Rhodes intérieur n'adoptera le suffrage féminin qu'en 1990, contraint par une décision du tribunal fédéral. La jeunesse, comme dans beaucoup de pays occidentaux, se mobilise autour de 199 pour contester l'ordre établi et les valeurs traditionnelles. Si le mouvement reste moins massif qu'en France ou en Allemagne, des manifestations importantes ont lieu à Zurich ou Lausanne. Au-delà des revendications immédiates, ces mouvements traduisent un malaise face à une société perçue comme trop matérialiste et conformiste. Sur le plan international, la Suisse maintient sa politique de neutralité tout en s'ouvrant davantage à la coopération mondiale. Elle participe activement aux organisations spécialisées de l'ONU et accueille sur son territoire de nombreuses agences internationales, renforçant sa vocation de Genève internationale. En 1963, elle rejoint le Conseil de l'Europe, première étape d'un rapprochement prudent avec les institutions européennes. La crise pétrolière de 1973 marque la fin des 30 Glorieuses et le début d'une période économiquement plus instable. La Suisse résiste mieux que d'autres pays à cette crise, mais connaît néanmoins un ralentissement significatif. Certains secteurs industriels traditionnels, comme le textile ou la métallurgie, entrent en déclin. Le chômage, phénomène presque oublié depuis la guerre, réapparaît, touchant principalement les travailleurs étrangers dont beaucoup quittent le pays. Les années 80 voient l'économie suisse se restructurer. Les services, particulièrement financiers, prennent une importance croissante au détriment de l'industrie. Les entreprises se concentrent avec des fusions comme celle de Ciba Geigy et Sandoz, formant Novartis en 1996. Les nouvelles technologies de l'information,
bien que moins développée qu'aux États-Unis, crée de nouveaux secteurs d'activité. Cette période est aussi marquée par l'émergence de préoccupations environnementales. Des catastrophes comme l'incendie de l'usine chimique Sandoz, près de Bâle en 1986, qui pollue gravement le Rhin, sensibilisent l'opinion publique. Le mouvement écologiste gagne en influence, obtenant des succès lors de votations populaires contre des projets controversés et faisant entrer ses représentants dans les parlements cantonaux. La fin de la guerre froide et l'accélération de la mondialisation dans les années 90 placent la Suisse face à de nouveaux défis. Sa position particulière en Europe, hors de l'Union européenne, mais étroitement liée à elle économiquement, fait l'objet de débats passionnés. En 1992, une courte majorité du peuple rejette l'adhésion à l'espace économique européen, préférant la voie des accords bilatéraux qui seront progressivement négociés dans les années suivantes. Cette période voit aussi la Suisse confrontée à son passé, notamment son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. La question des fonds juifs en déshérence dans les banques suisses, celle de l'or nazi transité par la Banque nationale, et plus généralement les relations économiques avec l'Allemagne hitlérienne font l'objet d'examens critiques. Une commission d'historiens présidée par Jean-François Bergier est chargée en 1996 d'éclairer ces zones d'ombre. Le début du XXIe siècle s'ouvre sur des transformations politiques significatives. L'Union démocratique du centre, UDC, traditionnellement parti agrarien modéré, se repositionne sous l'influence de Christophe Blocher comme formation nationaliste et conservatrice. Sa progression électorale spectaculaire bouleverse l'équilibre politique établi depuis des décennies. En 2002, après plusieurs échecs, la Suisse adhère finalement à l'Organisation des Nations Unies, marquant une évolution de sa conception de la neutralité. 2 ans plus tard, les accords bilatéraux avec l'Union européenne entrent en vigueur, incluant la libre circulation des personnes qui transforment progressivement le marché du travail suisse avec l'arrivée de nombreux travailleurs qualifiés européens. La crise financière mondiale de 2008 touche la Suisse, particulièrement son secteur bancaire. L'UBS, première banque du pays, doit être sauvée par une intervention massive de l'État et de la Banque nationale. Plus largement, cette crise accélère la remise en question du secret bancaire, sous la pression internationale contre l'évasion fiscale. La Suisse accepte progressivement l'échange automatique d'informations fiscales, tournant une page importante de son histoire financière. Sur le plan économique, la Suisse maintient une position enviable malgré les défis. Son taux de chômage reste parmi les plus bas d'Europe, son niveau de vie parmi les plus élevés du monde. Sa capacité d'innovation, attestée par le nombre de brevets déposés et le dynamisme de ses hautes écoles, lui permet de rester compétitive malgré des coûts de production élevés. Des entreprises comme Nestlé, Novartis, Roche ou ABB figurent parmi les leaders mondiaux de leur secteur. Culturellement, la Suisse contemporaine présente un visage contrasté. D'un côté, elle reste attachée à ses traditions, fêtes folkloriques, coutumes locales, particularismes linguistiques. De l'autre, elle participe pleinement aux courants culturels internationaux. Ces villes, cosmopolites et dynamiques, accueillent des manifestations artistiques d'envergure comme Art Basel ou le Festival de Locarno. Des architectes comme Herzog et de Meuron ou Peter Zumthor acquièrent une renommée mondiale. Les défis du XXIe siècle sont nombreux pour ce petit pays au cœur de l'Europe. Le vieillissement démographique, comme dans la plupart des pays développés, pose la question de la pérennité du système de retraite et de santé. La transition énergétique, avec la décision d'abandonner progressivement le nucléaire après l'accident de Fukushima, nécessite de repenser l'approvisionnement électrique. Les relations avec l'Union européenne, principal partenaire économique, restent complexes et parfois tendues. La Suisse contemporaine se caractérise aussi par sa diversité croissante. Près d'un quart de sa population est aujourd'hui d'origine étrangère, une proportion parmi les plus élevées d'Europe. Cette diversité enrichit culturellement le pays, mais soulève des questions d'intégration et d'identité nationale qui alimentent le débat politique. Le modèle politique suisse, fondé sur le fédéralisme,
la démocratie directe et la recherche du consensus, continue de faire preuve d'une remarquable stabilité malgré les turbulences mondiales. S'il peut paraître lent et conservateur à certains égards, il a démontré sa capacité d'adaptation aux évolutions sociales et économiques sans rupture brutale. Cette capacité à concilier tradition et modernité, à préserver une identité nationale forte tout en s'ouvrant aux influences extérieures, à maintenir des particularismes locaux dans un cadre national cohérent, constitue peut-être la caractéristique la plus remarquable de la Suisse contemporaine. Une forme d'exception suisse qui, au-delà des clichés touristiques, continue de fasciner observateurs et visiteurs. L'héritage et la mythologie suisse. L'histoire suisse, comme celle de toute nation, ne se résume pas à une succession d'événements politiques et économiques. Elle est aussi faite de mythes fondateurs, de récits symboliques, de figures héroïsées qui, sans être toujours historiquement avérées, ont contribué à forger l'identité nationale. Cette mythologie helvétique, élaborée au fil des siècles, mérite d'être examinée tant elle éclaire la façon dont les Suisses se perçoivent et souhaitent être perçus. Au cœur de cette mythologie se trouve le récit fondateur de la Confédération. Selon la tradition, c'est sur la prairie du Grütli, au bord du lac des Quatre Cantons, que 3 représentants des communautés d'Uri, Schwyz et Unterwald, Werner Stoffacher, Walter Fürst et Arnold de Melchthal, auraient prêté serment d'alliance au début du mois d'août 1291. Ce serment du Grütli, Rütlischwur, marquerait la naissance de la Confédération suisse. Les 3 hommes s'engageant à défendre mutuellement leur liberté contre l'oppression des baillis habsbourgeois. Si aucun document contemporain n'atteste cet événement précis, l'existence d'une alliance entre ces communautés est confirmée par le pacte fédéral de 1291, redécouvert aux archives de Schwyz au XVIIIe siècle. Ce document, beaucoup plus prosaïque que la légende, ne mentionne ni le Grütli ni les 3 héros traditionnels. Mais peu importe la véracité historique, le mythe du Grütli, popularisé par des chroniqueurs comme Aegidius Tschudi au XVIe siècle, puis par le drame de Friedrich Schiller, Guillaume Tell en 1804, est devenu un élément constitutif de l'identité suisse. La figure de Guillaume Tell occupe une place centrale dans cette mythologie nationale. Selon la légende, ce montagnard d'Uri aurait refusé de s'incliner devant le chapeau du bailli habsbourgeois Gessler, placé sur une perche sur la place d'Aldorf. Pour le punir, Gessler l'aurait contraint à tirer à l'arbalète sur une pomme posée sur la tête de son propre fils. Après avoir réussi ce tir périlleux, Tell aurait été arrêté, mais serait parvenu à s'échapper et aurait finalement tué Gessler, déclenchant ainsi la révolte contre les Habsbourg. L'existence historique de Guillaume Tell est hautement improbable. Son histoire présente des similitudes troublantes avec des légendes scandinaves et germaniques antérieures. La première mention écrite de son exploit ne date que du XVe siècle, soit plus d'1 siècle après les événements supposés. En 1760, l'historien et pasteur bernois Uriel Freudenberger publie un essai démontrant le caractère légendaire du récit, ce qui lui vaut d'être brûlé en effigie à Altdorf. Malgré ses doutes historiques, Guillaume Tell est devenu l'incarnation de l'esprit d'indépendance suisse. Sa statue orne la place d'Altdorf. Des peintures célèbrent son exploit dans la Tellskapelle au bord du lac des Quatre Cantons, et son image figure sur des timbres et des pièces de monnaie. Le drame de Schiller, mis en musique par Rossini, a contribué à internationaliser cette figure, faisant de Tell un symbole universel de résistance à la tyrannie. D'autres héros mythiques ou semi-légendaires peuplent l'imaginaire national suisse. Arnold de Winkelried, qui se serait sacrifié à la bataille de Sempach en 1386 en se jetant sur les lances autrichiennes pour ouvrir une brèche dans leur formation, symbolise le sacrifice pour la patrie. Nicolas de Flue, ermite du XVe siècle devenu saint patron de la Suisse,
incarne la sagesse et la médiation, ayant selon la tradition empêché une guerre civile entre cantons en 1481 par ses conseils de modération. Ces récits fondateurs ont été particulièrement mobilisés à des moments cruciaux de l'histoire suisse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Guisan choisit symboliquement le Grütli pour son fameux rapport aux officiers supérieurs le 25 juillet 1940, renouant ainsi avec le mythe fondateur pour galvaniser la résistance face à la menace nazie. Plus récemment, lors du 700e anniversaire de la Confédération en 1991, ces symboles ont été à la fois célébrés et questionnés dans une approche plus réflexive de l'identité nationale. Au-delà des personnages légendaires, certains traits culturels et sociaux sont devenus emblématiques de l'helvétitude. La démocratie directe, avec ses votations populaires fréquentes, est présentée comme l'expression d'une tradition démocratique ancestrale, remontant au Landgemeinden médiéval, ces assemblées de citoyens des cantons primitifs. Si cette filiation directe est historiquement simplificatrice, elle témoigne de l'attachement profond des Suisses à la participation politique directe. La neutralité, autre pilier de l'identité suisse moderne, est souvent présentée comme une constante historique, alors qu'elle s'est en réalité construite progressivement. Longtemps puissance militaire active sur les champs de bataille européens à travers ses mercenaires, la Suisse n'adopte une politique de neutralité stricte qu'après sa défaite à Marignan en 1515. Cette neutralité n'est formellement reconnue par les puissances européennes qu'au Congrès de Vienne en 1815, après les guerres napoléoniennes. Le mythe du Sonderfall, cas particulier, suisse, cette idée que la Confédération représente une exception politique et culturelle en Europe, s'est particulièrement développé au XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, l'image d'une île de paix et de liberté dans une Europe déchirée par les conflits et les idéologies totalitaires a renforcé le sentiment national. Cette exceptionnalité revendiquée explique en partie les réticences suisses face à l'intégration européenne, perçue comme une menace pour la spécificité nationale. La dimension alpine constitue un autre élément fondamental de l'imaginaire suisse. Les Alpes, qui occupent auprès de 60% du territoire national, sont présentées comme le berceau des vertus helvétiques. Courage, persévérance, simplicité. L'environnement montagnard, rude mais grandiose, aurait façonné un caractère national spécifique. Cette mythologie alpine, développée notamment par les écrivains romantiques du XIXe siècle comme Johanna Spyri, auteur d'Heidi, a profondément marqué l'image de la Suisse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. La figure du montagnard ou du berger alpin, indépendant et fier, vivant en harmonie avec une nature exigeante, est devenue emblématique de cette mythologie. On la retrouve dans des célébrations populaires comme la fête des bergers, Elblerfest, ou la des Alpes, lorsque les troupeaux redescendent des alpages à l'automne. La pratique du yodel, chant traditionnel des bergers alpins, ou du corps des Alpes, sont aujourd'hui des éléments incontournables du folklore national, présentés avec fierté aux visiteurs étrangers. L'horlogerie, industrie emblématique de la Suisse, a également alimenté une mythologie nationale autour de la précision, de la minutie, de l'excellence artisanale. L'image du montagnard isolé, travaillant pendant les longs mois d'hiver à assembler des mécanismes complexes dans son chalet enneigé, a longtemps servi la promotion commerciale des montres suisses, même si la réalité historique est celle d'une industrie organisée et mécanisée dès le XIXe siècle. Ces mythes et symboles ont été régulièrement mobilisés pour renforcer la cohésion nationale d'un pays linguistiquement et culturellement hétérogène. Ils ont été particulièrement importants lors des deux guerres mondiales, lorsque la défense spirituelle visait à protéger l'identité suisse contre les idéologies totalitaires environnantes. Des films comme La Dernière Chance ou Marie-Louise, des œuvres littéraires comme celles de Gonzague de Reynold ou Denis de Rougemont ont contribué à cette construction identitaire. L'évolution récente de la société suisse a conduit à un regard plus critique sur ces mythes nationaux.
Des historiens comme Hans-Ulrich Jost ou Jean-Claude Favez ont questionné la vision idéalisée du passé suisse, notamment concernant la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale ou le traitement des réfugiés. Le rapport Bergier, publié en 2002, a apporté un éclairage nuancé sur les relations économiques de la Suisse avec l'Allemagne nazie, contribuant à une approche plus réflexive de l'histoire nationale. Cette réévaluation critique s'accompagne d'une évolution des symboles nationaux. Aux côtés des figures traditionnelles, comme Guillaume Tell ou les Trois Suisses du Grütli, de nouveaux emblèmes émergent, reflétant la Suisse contemporaine. Les grands tunnels alpins, comme symbole d'ingéniosité technique. Les institutions internationales de Genève, comme expression de l'ouverture au monde. Les grandes manifestations culturelles comme Art Basel ou le Festival de jazz de Montreux, illustrant le dynamisme créatif du pays. La Suisse contemporaine entretient ainsi un rapport ambivalent à son héritage mythologique. D'un côté, ces récits fondateurs continuent d'être célébrés lors des fêtes nationales et enseignés dans les écoles comme éléments constitutifs de l'identité collective. De l'autre, une distance critique s'est instaurée, permettant de distinguer le mythe de l'histoire documentée sans pour autant nier la puissance symbolique et fédératrice de ces récits. Cette dialectique entre tradition et modernité, entre attachement aux racines et ouverture au monde, entre particularismes locaux et cohésion nationale, caractérise profondément la Suisse contemporaine. Elle illustre la capacité de ce petit pays multiculturel à évoluer sans rupture brutale, à intégrer les changements sans renier son héritage, à construire son futur en dialogue constant avec son passé, réel ou mythifié. Novavarkar pour conclusion. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les siècles qui ont façonné la Suisse moderne. De la préhistoire jusqu'à nos jours, nous avons parcouru ensemble une histoire complexe et fascinante, celle d'un petit territoire au cœur de l'Europe qui a su, contre toute attente, forger une identité propre et maintenir son indépendance à travers les turbulences de l'histoire européenne. La Suisse que nous connaissons aujourd'hui est le produit de cette longue évolution historique. Sa structure fédérale, où chaque canton conserve une large autonomie, trouve ses racines dans l'alliance originelle des communautés alpines du XIIIe siècle. Sa démocratie directe, qui donne au peuple le dernier mot sur les grandes décisions politiques, s'inspire des assemblées populaires médiévales, tout en les adaptant à la complexité d'une société moderne. Sa neutralité, reconnue internationalement, résulte d'un choix stratégique consolidé à travers les siècles. Ce qui frappe peut-être le plus dans cette histoire suisse, c'est sa capacité à transformer des contraintes en atouts. Pays sans ressources naturelles significatives, elle a développé des industries de précision et des services à haute valeur ajoutée. Nation divisée linguistiquement et confessionnellement, elle a fait de cette diversité une richesse en élaborant des mécanismes politiques de partage du pouvoir et de protection des minorités. Petit État entouré de grandes puissances, elle a su tirer parti de sa position centrale et de sa neutralité pour jouer un rôle international dépassant largement sa taille. L'histoire suisse n'est certes pas exempte de zones d'ombre et de contradictions. Les inégalités sociales ont longtemps marqué sa société. L'accès aux droits politiques a été restrictif jusqu'à une période récente, et ses relations avec le monde extérieur ont parfois été ambiguës. Mais la capacité d'adaptation et le pragmatisme qui caractérisent son parcours historique lui ont généralement permis de surmonter ces difficultés sans rupture violente. Aujourd'hui, la Suisse fait face à de nouveaux défis. Mondialisation économique, intégration européenne, transition énergétique, vieillissement démographique, diversité culturelle croissante. Son modèle politique et social, fondé sur le fédéralisme, la démocratie directe et la recherche du consensus, sera-t-il capable de s'adapter à ces enjeux contemporains comme il l'a fait par le passé? L'avenir le dira. Mais l'histoire suggère que la capacité d'évolution sans révolution qui caractérise ce pays constitue un atout précieux dans un monde en mutation rapide. Au moment de conclure ce récit, j'espère vous avoir offert non seulement des connaissances sur le passé suisse,
mais aussi des clés de compréhension pour saisir les dynamiques qui animent ce pays fascinant. Si vous avez apprécié ce voyage historique, n'hésitez pas à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à mettre un j'aime à cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations du passé.